Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, encore un coffret, mais cette fois-ci sur le dernier de la WCW, même si je sais qu'il m'en manque pas mal, mais bon, c'est pas grave. Je vous le montre directement, le coffret tout de suite. Donc, The Greatest Pay-Per-View Match de la WCW, volume 1. Il me semble qu'il a que le volume 1 et pas volume 2 et volume 3. À moins que ça peut m'arriver de me tromper, mais il me semble qu'ils ont fait que un seul et unique volume, il me semble. Hein. En tout cas, on voit tous les catcheurs, Outsiders, Macho Man, Hulk Hogan, Sting, Goldberg, Ric Flair, et à l'arrière Sting. Il dure 7h17, que en anglais et pas en français. Désolé pour ceux qui sont très familiers avec le français, mais bon. Voilà, 3 DVD, vous le savez bien. Et ce qui m'intéresse, c'est la liste des matchs. Voilà. Voilà, directement. Et le célèbre affrontement entre Flair et Steamboat à Chyton Rumble, où leur match, leur tout premier match a fait un 5 étoiles, un match 5 étoiles. Faut dire, leur trilogie de matchs en 5 étoiles est l'une des meilleures concernant Flair et Steamboat. Même s'il y en a un qu'ils ont fait un 6 étoiles, un match qui a fait un 6 étoiles, mais qui n'a pas été, on va dire, déclaré. Excusez-moi si vous avez entendu du bruit, c'est juste que tout est tombé sur moi de manière inexpliquée. Donc je remettrai en place tout à l'heure. Alors, tout d'abord, DVD 1, l'évolution d'un pay-per-view, que maintenant on devrait appeler PLE, parce que maintenant à la WWE c'est PLE. Donc le pay-per-view, bien sûr, c'est-à-dire payer pour voir un show. Donc il porte très bien le terme. Et c'est Booker T qui ouvre le show, tandis qu'à Nitro, c'était DDP qui ouvrait le show de Nitro, que ce soit le volume 1, volume 2 ou volume 3, d'officiellement. Et qu'on part directement avec le premier pay-per-view qu'ils ont ajouté à la liste. Donc c'est un match en cage pour le titre du monde poids lourd. Ric Flair contre Ronnie Garvin. Sympa ce match. Après, c'est pas non plus le plus haut. C'est pas non plus le plus haut, mais en tout cas, il y avait de l'intensité dans ce match. Et de la brutalité, surtout quand on est enfermé dans un match en cage. Et j'ai l'ultime intuition qui n'a jamais été dans le coffret Steel Cage. S'il l'est pas, ben il l'est pas, quoi. Et que j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc je me rappelle moi des coups très violents, surtout des atémies violentissimes, qu'on peut entendre à chaque moment claquer. Et quand je veux dire claquer, je veux dire claquer, claquer, claquer. Donc il n'y a pas à dire, les coups violents, ça s'enchaînait. Jusqu'à ce que, si je me rappelle bien... attendez. Si je me rappelle bien... Ric Flair, il en prend plein la gueule. Il s'en prend plein la gueule. Il fait la rencontre avec le grillage. Il se fait râper la face. Et par la suite, il revient en force. Malgré qu'il s'est fait râper le visage. Donc il revient. Faut pas non plus trop l'enterrer. Et un peu de moment de sérieuxité. Et que la réalité, c'est que il revient toujours à l'attaque. Et il trouve toujours une faille pour s'en sortir. Et si je crois bien, il faisait à chaque fois des figures forts, mais Garvin n'abandonnait pas. Pourtant, il est marqué Ron Garvin, et là, il est marqué Ronnie Garvin. Donc, c'est apparemment lui qui arrête pas de piétiner ses adversaires. C'est pour ça que Randy Orton en a fait une inspiration à lui, justement, en matière d'écraser ses adversaires. Donc, ça sort pas par hasard. Et divine surprise, eh ben, c'est Ric Flair qui remporte, si je crois bien, il remporte par tombée. Tombée normale, clean. Hein.
il me semble, hein, pour conserver son titre. Mais celui-là, je pense pas il est déjà noté, car je sais bien que j'ai le coffret, l'ultime collection de Ric Flair. Il me semble pas qu'il est présent. Mais pour ça, je lui mets 3,40 pour ce match-là, si je l'ai noté ou pas. Voilà quoi. Voilà. Maintenant, The Great American Bash, le 10 juillet, le 10 juillet 1988. Et comment là, c'était le 26 août. Enfin, 26 novembre, pardon. Et pas 26 août. Donc, je dis maintenant les termes comme ça parce qu'après on me dira, ah, je me suis trompé, nanani, nanana, oh, c'est un scandale. Voilà, parce qu'on fait des scandales sur tout et n'importe quoi dorénavant. Alors que j'aime pas trop qu'on fait des scandales de manière débile. Et ça, c'est une balle perdue. Et c'est pour le titre des États-Unis. Oui, donc le champion, c'était Barry Windham, justement. Et que j'avais oublié pour Ric Flair, lui, il est accompagné par Gigi Dillon. Et c'est pareil pour Barry Windham. Donc, ils étaient accompagnés par le même manager, mais de manière différemment. Et vous savez bien que Dusty Rhodes, c'est l'ennemi juré préféré des Four Horsemen, parce qu'il a toujours, tout le temps été malmené, peu importe les conséquences, il a toujours été malmené par les Four Horsemen, et que c'est pour ça que je pense que il y a eu une feinte, une ruse, malgré que Dusty était déterminé à abattre ses ennemis dans le ring, hein, que ce soit les Flair, les Blanchard, les Anderson, les, je sais pas moi, Barry Windham, Lex Luger, peu importe qui serait dans les Horsemen, eh ben, quoi qu'il en coûte, eh ben, il démontrait un par un d'office. En ce moment, je n'ai que ce nom-là à la bouche. Mais ce qui va se passer un peu plus tard du match, c'est que lorsque Dusty Rhodes voulait chapitrer le match, donc il voulait en mettre fin au match, et ben Dillon, n'hésitant pas à intervenir pour essayer de coûter le match à Dusty Rhodes, et ben ce dernier prend la ceinture des États-Unis, Barry Windham, il l'attaque avec, et si je crois bien, il remporte par tombée et qui conserve le titre. Donc c'est victoire de Barry Windham. Ce match-là, pareil, 3,40. Donc au même niveau que Flair Ronnie Garvin. Et maintenant, Sting et Dusty Rhodes contre les Road Warriors, ou les Legion of Doom, pour les titres par équipe de la NWA. NWA, WCW, bref, c'est les mêmes étendues. Beaucoup de choses s'est passé dans le match, et que j'avais oublié qu'ils étaient accompagnés par Paul Ellering. Donc il s'est passé énormément de trucs, notamment des prises à deux, des échanges en équipe très rapides. Et ce qui va se passer, c'est que les Road Warriors se font disqualifier. Donc je spoil la fin. Ils se font disqualifier. De quoi? Tout simplement pour conserver leur ceinture. Tout simplement. Car ils ne veulent pas perdre leur ceinture face à Dusty et Sting. Donc, le match était bien. Le match était pas mal. Par contre, il y a la musique que j'entends du côté de mon salon. J'espère que ça va pas s'entendre. D'ailleurs, je veux pas que ça s'entende parce qu'après, c'est dérangeant. Mais bon. Donc, pour ça, c'est victoire de Sting et Dusty Rhodes par disqualification. Ce match-là, 3,5. Je mets un 3,5 en ce moment. En ce moment, non, pour de vrai. À Hall of Famer Rivalry. Donc, les Hall of Famer rivals, donc qui sont en rivalité. Et que ce match-là, je vous le dis direct, on a un 5-star dans ce DVD. Et que c'est leur premier affrontement pour le titre, justement. Le champion, c'était Ric Flair, tandis que le challenger, c'était Rick Steamboat. Et que Ric Flair, il était accompagné par Hiro Matsuda, donc celui qui a entraîné Hulk Hogan. Donc non, vous ne faites pas allusion, c'est bien lui qui l'a entraîné Hulk Hogan. Et c'était le 20 novembre 1989. Donc Chyton Rumble.
Donc c'est un match qui dure quasiment 1 heure et que c'était vraiment un combat opposant les styles, hein. Car le style de Steamboat en impose du charisme. Pareil pour celui du Ric Flair qui inspire l'arrogance, la richesse et ce qu'on peut imaginer. Et que lorsqu'on voit une performance incroyable sur le ring de la part des deux hommes, on ne peut qu'admirer. Surtout pendant 1 heure, il faut savoir s'accrocher. Donc ça va être très long, mais pourtant il faut savoir s'y accrocher d'officiellement. Et quoi qu'il en soit. Et que Ric Flair tente à chaque fois le figure four ou les tombées spéciaux. Mais pour une fois, c'est Ricky Steamboat qui arrive à surprendre Ric Flair avec un crossbody block. Et que je me rappelle qu'il y avait presque les 2 épaules au sol. Mais sauf que Ricky Steamboat arrive à se mieux positionner pour le compte de 3. Donc c'est lui qui bat Ric Flair et qui devient le nouveau champion du monde poids lourd de la NWA, futur WCW. Voilà. Et comme j'ai dit, ce match-là, un match 5. Donc là, je suis entièrement d'accord pour ce match-là. Il y en a qui auront du mal à être d'accord avec moi. Bon, après, comme je dis dans les notations, je ne suis pas Dave Meltzer. Voilà, je ne suis pas Dave Meltzer qui met des 4 étoiles, qui met des 5 étoiles. Même, on va dire, des 5 étoiles de manière très décevante. Parce que sachez que Dave Meltzer, il est connu pour avoir mis pas mal de matchs jugés très décevantes. Un 5 étoiles. Ah, parce que quand j'entends Orbat me dire qu'elle comprend pas ma notation, ben, que vous compreniez ou vous compreniez pas, sachez que c'est pas un tacle à la gorge, hein, c'est juste pour vous faire comprendre que, certes, je ne suis pas le plus grand noteur des reviews. J'essaye de noter avec une note qui peut convenir, même s'il y en a qui sont pas très convenables. Donc, dommage que je n'ai plus de nouvelles d'elle ou il. Ouais, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à différencier vu comment je sais pas sur qui je peux tomber. Donc, pour ça, je m'en excuse formellement. Donc, voilà. Donc, si moi je mets 5 étoiles, c'est parce que pour certains des grands fans de catch qui ont, on va dire, la vingtaine ou la trentaine, on va dire qu'ils ont 30 ans, on va dire, de visionnage de catch, qui s'y connaissent les résultats sur le bout de doigts, le considèrent comme l'un des meilleurs matchs de l'histoire du catch, même s'il y a des matchs encore plus grands maintenant, encore plus grands matchs qu'aujourd'hui. Bon, après, aujourd'hui, ça reste un peu du up and bar, mais bon. Donc, sachez que je ne suis pas le Dave Meltzer de YouTube. Voilà. Et que au moins vous m'aurez compris. Et maintenant je passe directement au match suivant. Oui, encore match suivant. Lex Luger contre Brian Pillman pour le titre des États-Unis. Et c'était à Halloween Havoc le 28 octobre 1989. Oui, j'ai un peu bugué, mais c'est en 89. Un peu excellent, c'est un peu excellent car le côté aérien de Brian Pillman et le côté puissance de Lex Luger. Il y en a qui diront que ça ne matche pas non plus très bien. Mais Brian Pillman se débrouille vraiment pas très mal. Hein. Et Luger, je crois qu'il s'en sort quand même bien avec Brian Pillman. Hein. Vu comment on sait bien que Lex Luger, c'est pas non plus l'un des plus grands techniciens de tous les temps. Tandis que Brian Pillman aussi, mais il utilise pas mal quelques beaux gestes techniques. Et il utilise pas mal de l'agilité. Hein. Donc honnêtement, c'est pas mal d'agilité qui fait la différence. Mais faut pas déconner, c'est la puissance de Luger qui a totalement le dessus. Il était en position pour le torturac, mais sauf que ça modifie le torturac et que ça part à un autre finish que Luger avait sûrement, mais je ne sais plus lequel. Mais il le bat Brian Pillman. Donc ce match-là, je lui mets un 3,50. Peu importe la différence qu'il y avait entre les matchs là, mais c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Et maintenant, The Great American Bash, 7 juillet 1999. Et si jamais on me dit juin et pas juillet, il y a un problème. Sachez qu'il y a un problème.
Parce que juin, je sais comment ça s'écrit en anglais et je sais comment ça s'écrit en français. Mais juillet, ben, je reconnais tout de suite. Donc, ça, c'est juillet parce que juin, c'est G-U-N-E pour côté anglais. Bien sûr, en français, on sait bien que c'est G-U-I-N. Ouais, comme un joint qu'on fume. Oh, elle est bonne, sa mère. D'ailleurs, s'il y en a qui fument de la weed, ben, peut-être que cette vidéo est faite pour vous. Pour vous taper des barres de rire ou alors vous planer. Qui sait, cette vidéo peut être sujet pour se détendre. Zen, mon ami. Zen. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis parce que je le voulais. Donc là, cette fois-ci, Great American Bash, le 7 juillet, comme je viens de dire, 1990 ou 90, là pour les Français. Pour le titre du monde poids lourd de la NWA, presque WCW, Sting contre Ric Flair. Et que Sting, il est accompagné par El Gigante, John Cardog, Lex Luger, Paul Orndorff, Rick Steiner et Scott Steiner. Tandis que Ric Flair, accompagné par Ole Anderson. Je pense que ce match-là, je l'avais déjà noté. Oui, à mon avis, je l'ai déjà noté, vu comment c'est là où Sting capture pour la première fois le titre NWA. Pour moi, ça n'a aucune surprise. Hein. Sachez que ça n'a aucune surprise avec moi, vu comment je connais le résultat par cœur et que ce match, il est présent, que ce soit dans le coffret de Sting ou peut-être par malheur celui de Ric Flair ou encore un best-of de WCW, que ce soit Rise and Fall. Oui, Rise and Fall de WCW. Donc voilà, ce match en description pour éviter que je dise une bêtise. Donc pour ça, je préfère éviter de me faire prendre pour un gland. Mais c'est victoire de Sting. Et après, on passe au DVD 2 directement. Everything to Gain. Donc ça continue encore. Donc encore The Great American Bash le 14 juillet 1991. Match en cage pour le titre du monde poids lourd. Et c'est Lex Luger contre Barry Windham. Et que c'était pour le titre du monde poids lourd de la WCW. Ouais, parce que maintenant c'est plus NWA mais WCW. Qui est vacant. Donc qui va remporter ce titre entre les deux? Je sais que Barry Windham a déjà été champion du monde, que ce soit NWA. Il le pourrait aussi pour le titre WCW, mais sauf que c'est le titre d'une autre version. Ce n'est plus la Big Gold Belt, même si je sais bien que la Big Gold Belt, elle va être réintroduite pendant pas mal quelques temps. Je ne sais plus quand, mais je sais bien qu'elle va être introduite. Et que pendant un match en catch, il me semble que celui-là aussi, il est présent dans un des DVD. Hein. Vous voyez, quand on a trop de matchs, on s'y perd plus facilement. Vraiment très très facilement. Alors que j'essaie de m'en rappeler formellement. Vraiment formellement. Et que celui qui remporte ce match, c'est Lex Luger. Donc il bat Barry Windham pour le titre WCW. Et c'est lui le nouveau champion. Ouais, allez, je vais être un mélangeur fini, vu comment je m'en rappelle plus si je l'ai noté ou non. Mais je lui mets un 3,60, car je me rappelle qu'il y avait de la technicité de la part de Barry Windham, le côté puissance. Et que Barry Windham sait très bien gérer Luger. Pas toujours, mais il sait le gérer. Donc voilà, 3,60. Pour éviter que je me trompe. Ensuite, Super Brawl 2, le 29 février 1992, pour le titre Light Heavyweight de la WCW. Donc ce sera, on va dire, le futur titre Cruiserweight, je pense. Et c'est Brian Pillman contre Jushin Liger. Vu comment ils se sont affrontés quelques multiples fois, eh ben, ils remettent ça en pay-per-view et ils veulent voler la vedette par rapport aux autres matchs. Même si c'est qu'en mid-card, parce que j'ai la liste sous les yeux
et que c'est le deuxième match pour Super Brawl 2. Donc c'est en mid-card. Si ça aurait pu être en sous-main event, ça aurait pu largement suffire. Mais il faut dire, les poids moyens n'ont pas la place dans un sous-main event ou le main event. Hein. Donc c'est ça ce qu'ils ont, on va dire, pas su encore digérer. Même si je reconnais que la division poids moyen est quand même meilleure. Vraiment meilleure, car il n'y a pas de préférence logique. Il y en a qui diront qu'ils préfèrent les poids moyens parce que ça bouge plus vite, c'est très rapide. Et d'autres qui préfèrent les poids lourds. Pourquoi? Parce que les mecs sont impressionnants, ils sont grands, ils sont musclés. Il y a des puissants, il y a des, je sais pas moi, des brutes. Tout ce qui peut intéresser certains. Et pour ce match-là, ben, Liger voulait ben, en finir d'office avec Pillman, mais c'est Pillman qui en finit avec Liger. Avec son finish, je sais pas si c'était un splash ou un crossbody block. Bref, ben, c'est victoire de Pillman. Et je lui mets 3,60. Ouais, 3,60. Je le mets ça. Ensuite, Wrestle War, le 17 mai 1992. Ou 1992. Donc l'escadron de Sting, qui est présent dans le War Games contre The Dangerous Alliance. Donc c'est un War Games match qui est présent dans le coffret War Games. Donc les participants, ben, dans l'escadron de Sting, ben, il y a Sting seulement, Barry Windham, Dusty Rhodes, enfin Dustin, Ricky Steamboat, Nikita Koloff. Et dans Dangerous Alliance, il y avait Stunning Steve Austin, Rick Rude, Arn Anderson, Bobby Eaton, Larry Zbyszko, et qu'ils étaient accompagnés par Madusa et Polly Dangerously. Donc Madusa, Alundra Blaze, et Polly Dangerously, Paul Heyman. La fin, je veux passer directement, vu comment je me rappelle que c'était victoire de l'escadron de Sting, parce qu'il faut dire que c'est très très long. Vraiment très long, que j'ai même pas le temps de tout vous dire parce que ce serait très long à vous expliquer. Un peu comme le Wargame, ça a été très long à expliquer et très dur à me faire comprendre. Mais c'est victoire de l'escadron de Sting. Et si je crois bien, c'est Sting qui fait un sharpshooter soit sur Steve Austin ou Arn Anderson, Rick Rude, peut-être Larry Zbyszko ou Bobby Eaton, n'importe lequel. Mais en tout cas, c'est victoire de l'équipe de Sting. Ce match en description. Spin the wheel, make the deal. C'est pour celui-là, je crois. Donc, Halloween Havoc, 24 octobre 1993 ou 93. Vader contre Cactus Jack. Big Van Vader. Et c'était fait tourner la roue concluée. L'affaire. Ouais, Texas Deathmatch. Ah bon. Ah bon. Celui-là aussi me dit un truc. Hein. Il me fait un peu rappeler celui du DVD de Mick Foley. Ouais, car ce match-là, il me semble avoir déjà vu. Et que je pensais peut-être que c'était victoire de Mick Foley. Je le dis par malheur si je m'étais totalement gouré. Parce que quand je me gourre, ben, c'est terrible de chez terrible. Mais c'est, on va dire, Vader qui fait des gros dégâts à Cactus Jack. Et que Cactus Jack, malgré qu'il en souffre, il revient toujours à l'attaque, malgré qu'il essaie de survivre dans la bataille. Mais c'était peine perdue. Pour lui, c'était peine perdue. Et c'est victoire de Big Van Vader. Et si je crois bien, dans le Texas Deathmatch, il y avait des barbelés, il y avait des armes, il y avait peut-être des punaises ou des morceaux de verre. Ouais, n'importe lequel. En description, si je l'ai déjà noté, parce que, vous savez bien, j'ai pas envie de faire de bêtises, j'ai pas envie qu'on me jette sous la gueule. Et pour l'instant, ce n'est qu'un seul qui parle. Mais bon. Comme quoi.
Donc Bash at the Beach, 17 juillet 1994, pour le titre des États-Unis, entre Stunning Steve Austin et Ricky the Dragon Steamboat. Celui-là aussi, il me dit que je l'ai déjà dans le DVD de Steve Austin. The Bottom Line of Stone Cold Said So, peut-être. Mais en tout cas, dans l'héritage de Stone Cold Steve Austin, ça m'étonnerait fort. Ah, comme quoi il y a des matchs que j'ai l'impression d'avoir déjà notés, alors que j'ai peut-être pas forcément noté. Et que Steve Austin se comportait de manière prétentieusement à Ricky Steamboat, en le narguant, en le faisant passer pour le pleurnicheur de service, comme s'il allait abandonner tout de suite. Mais sauf que Steamboat, faut pas le faire trop enterrer. Et que c'est très très mal parti pour le faire prononcer les mots d'abandonner. Car c'est pas dans sa nature, c'est pas dans son vocabulaire. Et que Steve Austin, sa véritable nature, c'est la tricherie, de la bagarre. Et que c'est lui qui remporte le match en capturant le titre de Steamboat. Donc il remporte par tombés spéciaux et qu'il a triché. Il avait triché. Et je crois qu'il y avait une intervention de Brian Pillman, mais je ne sais plus. Mais voilà, ce match aussi en description. Pas mal de matchs en description. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais il y en a pas mal de matchs qui vont finir dessus. Et pareil pour celui-ci, car il est présent dans le coffret Rise and Fall of WCW à Halloween Havoc le 23 octobre 1994. Carrière contre carrière, match en cage pour le titre du monde poids lourd WCW. Et en tant qu'arbitre enforceur spécial, Mr. T. Donc c'était lui l'arbitre spécial. Tandis que Hulk Hogan est accompagné par Jimmy Hart. Tandis que Ric Flair, sensationnel Sherry Martel. Bref, les carrières étaient en jeu. Les deux hommes risqueraient de prendre la porte ou finir à la retraite. Je me rappelle que Flair trichait pour essayer de gagner, notamment en s'attaquant des fois à Mr. T, ou attaquer les parties sensibles de Hulk Hogan, ou demander de l'aide à Sensationnel Sherry. C'est pour ça que des fois, elle n'a pas la moindre audace d'intervenir de manière sournoisement. Et qu'après, si je crois bien, à la fin, Flair il est en manque de solution. Malgré les coups qu'il peut donner à Hogan, ça ne fait rien du tout au Hulkster. Et qu'après on connaît, descendre de la cuisse, clic-clac, la faire dans le sac, on n'en parle plus. C'est victoire de Hulk Hogan. Donc oui, c'est victoire du Hulkster. En description, je vous le promets, la plupart des matchs seront en description et ça en fait beaucoup. Ah, parce que j'ai pas les notes sous les yeux de ce que j'ai noté justement. DVD 3 cette fois-ci, The Hostile Takeover, donc la reprise Hostile, à Bash at the Beach le 7 juillet 1996, The Outsiders contre Sting et Luger avec Macho Man Randy Savage. Ah ouais, je me rappelle. Les Outsiders qui arrivaient en premier, ils n'avaient pas encore de partenaire, car le partenaire mystère, on ignore l'identité. Tandis que Randy Savage, Sting et Lex Luger, ils commencent à aller à combattre les deux loupards. Et qu'il y a Luger qui a fini dans une civière tellement qu'il ne pouvait plus continuer à combattre. Parce qu'il s'est blessé de manière maladroitement. Un mauvais coup de Sting peut-être. Mais c'était, on va dire, très peine perdue pour lui. Et que du coup, ça finit à 2 contre 2. Et à la fin du match, parce que malgré que Sting et Lex Luger, enfin Sting et Macho Man ont tenu le coup jusqu'à présent, donc ils ont vraiment tout tenu, et qu'ils ont assez subi, mais à chaque fois c'était toujours la même chose. Grosse domination de la part des Outsiders. Et c'est là où le dernier participant arrive justement dans le ring, et il s'agit bien de Hulk Hogan,
qui arrive et que il fait une descente de la cuisse sur Macho Man pour officialiser son heel turn. Et la suite, on la connaît. Il va faire un promo trash talk envers les fans, l'air de dire qu'il est, on va dire, méchant, tout simplement, et que il a besoin des amis à ses côtés que sont Hall et Nash pour former la New World Order, vu comment il dit The New World Wrestling, New World Order Wrestling Brothers, donc les frères qui dominent justement la compagnie, même si Brothers c'est plus l'air de dire mon frère, même si c'est pas trop les termes que je dis toujours d'habitude, et que il dit qu'il a vraiment tout fait pour les fans, alors que lui-même ne voulait pas faire, et pourtant il est obligé de le faire, vu comment c'est le top babyface, c'est vraiment l'ultime produit catchesque, oui, qui en a rapporté le plus, et que les fans balancent des détritus, et que ça se termine ici, justement. Ça se termine par un mot conclusion de la part d'Hogan, et que j'ai pas envie de trop me détailler dessus, vu comment j'ai déjà tout détaillé dans le coffret de Hulk Hogan. Donc je trouve que je vais pas aller non plus jusqu'au bout, si ce n'est que ce match-là, je me rappelle que je l'avais noté en promo, vu comment il y avait un promo d'Hogan, et que je le mettrai en description, mais il me semble que je l'ai mis à 4,50. Ah, pas sûr, mais on verra bien. Donc, Spring Stampede, le 6 avril 1997, Diamond Dallas Page contre Macho Man Randy Savage, et c'est un match sans aucune disqualification. Donc oui, là, sans aucune disqualification, Macho Man était accompagné par Miss Elizabeth, tandis que DDP est accompagné par Kimberly Page. Oui, guerre de couple, comme ça. Voilà. On adore ça. Des couples qui se font la guerre, l'air de dire on est mieux que vous, non, nous on va très bien ensemble, pas vous. Bref, le sentiment d'être meilleur que l'autre, c'est un peu, on va dire, des trucs qui arrivent constamment aujourd'hui. Et ça peut arriver dans la vie de quotidien. Bon, faut dire, ça a été sauvage. Hein. Ce match-là a été très sauvage. Et surtout quand ça s'appelle Randy Savage, on comprend pourquoi. Et quand c'est Diamond Dallas Page, il peut être sauvage quand il le souhaite ou il le souhaite. Et que si je me rappelle bien, il voulait faire une descente du coude, Macho Man. Il se fait esquiver par, justement, par DDP, jusqu'à ce que ce dernier lui fait un RKO, donc un Diamond Cutter. Donc il bat Macho Man et qu'il n'y a pas de titre en jeu, heureusement. Donc c'est victoire sans enjeu, mais voilà. Ce match-là, 3,60. Je le mets ça. Et comment il était pas mal. Attendez, je vais vite venir. Ah, finalement, ça n'en terminera plus en me dérangeant. Faut dire, ils ont que ça à faire, me déranger, alors que je fais une vidéo, alors qu'ils savent très bien qu'ils m'entendent. Bref, ça n'en finira jamais. Donc, match suivant, Halloween Havoc, le 26 octobre 1997, ou 97. Masque contre titre Cruiserweight. Donc, Rey Mysterio Jr. contre Eddie Guerrero. Le match qui figure dans Cheating Death Standing Life, Biggest Lethal Man et dans d'autres coffrets qui apparaissent. Mais je me rappelle que le match était excellent. Vraiment très excellent. Il n'y a aucun doute là-dessus que c'était pas mal. Et que Eddie Guerrero, totalement sadique, vilain, quelqu'un de très chaud de l'intérieur, quelqu'un de très sadique, de très virulent, qui n'hésite même pas à arracher le masque de Rey Mysterio, en plus en le déchirant au niveau de coin de l'œil du masque. Donc on a su un peu qu'il avait des cheveux, Rey Mysterio. Donc on voit presque son visage, même si on sait bien que il n'est pas du genre quelqu'un à montrer son visage quand c'est dans le catch, bien sûr, mais quand c'est dans la vraie vie, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de promener sans son masque, il se promène sans son masque. Après, il y en a qui peuvent
le reconnaître ou d'autres non. Mais bon, ça c'est pas la question à quoi il ressemble quand il n'est pas masqué, car je suppose que certains d'entre vous se posent la question et qu'ils ont découvert par la suite. Voilà, pour moi, ce serait inutile de vous dire ça. Je me rappelle la fin, le finish, parce que je vais passer directement au finish. Je me rappelle que Eddie Guerrero voulait faire son genre de Gory Special en partant en powerbomb. Mais sauf que Rey Mysterio, il a contré le Gory Special Powerbomb pour faire un Alla Carana pour la victoire. Donc il arrive à arracher le titre d'Eddie Guerrero des mains et qui célèbre sa victoire, mais il n'aura pas le temps de célébrer vu comment il se fait éjecter du ring par Eddie Guerrero. Mais c'est victoire quand même de Rey Mysterio. Et ce match-là en description, pas mal de matchs en description. Ça en fait beaucoup, non? Comme dirait un certain Mr. V. Donc Slamboree, 17 mai 1998 ou 98. Alors Bret Hart contre Macho Man Randy Savage. Où il y avait Roddy Piper en arbitre spécial. Special Guest Referee. Donc il prend pas part à la rivalité, même si on connaît un peu qu'il est capable de pas se gêner à se mêler dans la rivalité. Donc on comprend que un coup que c'est des grands matchs, eh bien, il se met en arbitre, soit pour les laisser faire ce qu'ils veulent sur le ring, ou alors mener son petit grain de sel là où il faut pas, car on sait bien où ça emmène. Et par contre, ça commence à me gêner, la musique que j'entends à travers de mon écran. Et si vous l'entendez, donc si seulement on pouvait mettre la musique moins fort, voilà, si on pouvait m'entendre, vu comment j'ai pas envie de me faire strike. Purée, on n'est pas tranquille, hein, vraiment on n'est pas tranquille. Ah, parce que si je pouvais utiliser la musique, eh ben, j'aurais les droits d'auteur, mais sauf que j'en ai pas. Et qui dit, on va dire, droit d'auteur, ben, dit strike, dislike et strike par YouTube. Enfin, dislike, non, ça m'étonnerait. Plutôt un strike qu'un dislike. Car en ce moment, j'ai pas eu de dislike. Et encore eux, peut-être que j'en aurai si ça n'intéresse plus personne. Je me raconte moi-même des malheurs alors que je ne suis pas quelqu'un à me faire raconter des malheurs. Mais concernant ce match, ben, de la technique, de la roublardise de la part des deux hommes, vu comment ils ont tous les deux côté technique, même si même si Macho Man est très puissant, tandis que Bret Hart, lui, c'est plus de la bagarre, un peu de petite puissance et de la technique. Pas mal de la technique hein, dans le match. Et à la fin, ben, c'est Bret Hart qui remporte le match avec un sharpshooter. Donc victoire de Bret Hart. Ce match-là, ben, 3,70. Je mets directement ça à 3,70. Ensuite, Rod Wild, le 8 août 1998, pour le titre Cruiserweight. Et en arbitre spécial, Dean Malenko. Donc ça fait 3 fois qu'on apparaît des arbitres spéciaux. Vu comment le premier c'était Mr. T, Roddy Piper, et maintenant Dean Malenko. Et c'était pour le titre Cruiserweight que Chris Jericho était champion, tandis que Juventud était le challenger. Donc Rod Wild, c'est l'événement où il y a des motards, des bikers qui assistent au show et qu'on entend tout le temps des bruits de Harley Davidson. On entend tout le temps les bruits de moteur et que ben, ça peut apprécier certains. Je me rappelle d'avoir ri dans ce match-là, car Jericho, il jouait ben, quelqu'un qui se comporte comme un gamin, qui pleure comme un enfant, ou alors qui fait un caprice quand il n'est pas content pour quelque chose, ou encore quand il croyait avoir gagné, eh ben, il veut faire rappeler à Malenko qu'il a gagné par soumission, mais sauf que Malenko, même sans dire un mot, il calcule même pas, l'air de dire non, il n'a pas abandonné, ça continue. Donc, ça commence par là, jusqu'à ce que Malenko se reçoit un coup par accident, enfin, entre guillemets, accident. Et après, je me rappelle
au niveau du finish, je crois, que Jericho fait comme s'il faisait pas exprès de donner un coup de pied à la tête de Malenko. Malenko, il vend le coup de pied. Et lorsqu'il voit Juventud arriver en pleine vitesse, eh bien, il le fait passer par-dessus sa propre tête pour que Juventud fait un Alla Carana de la troisième corde. Et si je crois bien, c'est là où il remporte le match et qui remporte le titre. Donc c'est victoire de Juventud Guerrera qui devient le nouveau champion Cruiserweight. Tandis que Jericho, totalement dégoûté d'avoir perdu son titre, il est vénère, il a envie de tout casser. C'est pour ça qu'il s'acharne sur un poteau avec une chaise. Ce match-là, pareil, 3,70. J'ai bien apprécié, vraiment, vraiment bien apprécié. Et là maintenant, Halloween Havoc, 25 octobre 1998. Il me semble que celui-là aussi, je l'ai déjà noté. Pour le titre du monde poids lourd, entre Bill Goldberg et Diamond Dallas Page, DDP. Ça en fait pas mal de matchs que j'ai notés, que je dois noter un coup que j'ai fini la vidéo. Hein. Comme quoi, pour moi, c'est pas de tout repos. Vu comment Goldberg est champion et DDP challenger et que pour l'instant DDP il met over Goldberg, car on comprend pourquoi la plupart des catcheurs veulent mettre over, c'est parce que il est impressionnant, c'est on va dire le prototype du physique parfait pour un catcheur, quelqu'un qui démonte et que son spear arrache, qui fait décoller les pieds du sol. Donc, avec Goldberg, c'est que de la puissance. Et spoiler, c'est le cas. Et il bat Diamond Dallas Page. Tout d'abord, je me rappelle d'un spear. Et puis un jackhammer, pardonnez-moi. Puis un jackhammer. Et c'est pour la victoire. Ce match en description. Et là maintenant, Bash at the Beach le 9 juillet 2000. Donc oui, c'est lors de Bash at the Beach 2000 où il y a eu l'affaire Vince Russo et Hulk Hogan. Alors que le Hogan affrontait Jeff Jarrett, et bien, lorsque la cloche a sonné, il faut encore le remake du Finger Poke of Doom, parce que Jeff Jarrett s'allonge par terre et demande à Hogan de faire le tomber, et c'est là où Russo dit qu'il est complètement random, qu'il est complètement has-been, qu'il est complètement dépassé par les événements, et qu'il est prêt à tout pour être dans le main event, alors que ça lui appartient pas du tout. Hogan le contredit en disant que c'est à cause de cette grosse merde si tout a commencé par là, quoi. Donc pour lui, il jette la faute sur les côtés comme ça. L'air de dire c'est à cause de cette merde si tout a dérapé, alors que c'est l'inverse. C'est parce que lui, la NWO, Eric Bischoff, ont tout fait pour se auto-détruire, la WCW. Oui, donc en gros, c'est eux qui ont donné une mauvaise image du catch. Pour que vous compreniez très très bien. Hogan, Bischoff, Russo, Nash et j'en passe, ils ont donné une mauvaise image au catch. Vous vous rappelez du Finger Poke of Doom, où j'avais mis un 0 pointu. Ça donne vraiment une mauvaise image du catch. Et que lorsque le match à Bash at the Beach a eu lieu, c'était, on va dire, le pire match, quoi. Alors qu'il ne s'est rien passé, Hogan a posé son pied, il a remporté le titre, mais sauf que le titre, il va pas partir avec, justement. Car pour Russo, le titre n'a pas changé de main et que c'est toujours Jeff Jarrett le champion. Alors que Jeff Jarrett, on va pas se le cacher, c'est vrai que Jarrett, ce n'est pas non plus quelqu'un hyper crédible pour avoir un titre mondial. Car il n'a pas non plus le physique d'un main eventer. Bon, il a l'attitude d'un heel, certes, mais il n'y a pas un côté où ça va vraiment bien l'adapter à lui. C'est regrettable, hein, mais c'est vrai. Bon, après, on connaît le délire, le roi de la montagne, l'élu de la WCW, parce qu'à la WCW, il se faisait appeler l'élu, tandis que à la TNA, le roi de la montagne. Et que là, Booker T est décidé à devenir pour la première fois champion
du monde poids lourd en battant quelqu'un comme Jeff Jarrett, même si on va pas se cacher, Booker T, il a vraiment, on va dire, la tête de Eddie Murphy. Ah, parce qu'il ressemble quasiment à Eddie Murphy. Mais on va dire Eddie Murphy, il a bien bossé à la salle. Hein. Vu comment il a vraiment le corps parfait. Bref, c'est une blague à part. Hein. J'ai pas non plus les bonnes blagues précises. Et que je me rappelle qu'ils se sont battus dans le ring, comme à l'extérieur dans le public. Et que à la fin, je me rappelle les ruses qu'il y a eu. Jeff Jarrett avait la guitare, il voulait frapper avec. Mais sauf qu'il se fait accueillir par un bookend à la fin des matchs. Ou encore des chaises, des coups de ceinture. Bref, il voulait en finir avec Booker T. Mais voilà, il est tombé sur plus dur que lui. Et c'est au moment, à la fin, où il a voulu utiliser sa guitare. Mais sauf qu'il se fait accueillir par un bookend. Et que c'est victoire de Booker T. Et que ce match-là, ben, excellent moment de la part de Booker T. Je lui mets un 3,80 pour lui. Concernant le match, il est pas mal, mais c'est pas non plus le top 5, le top 5, et qu'on connaît le délire de Booker T. 5-time World Champion. Oui, j'entends la musique de Jolie Poupée, qu'on entend dans l'univers d'Ajus. Et pourtant, c'est pas l'univers d'Ajus qu'ils sont en train d'écouter, mais la musique. Et ça me dérange, alors que je fais une vidéo. Parce que je pense que vous l'entendrez, ou encore les droits d'auteur vont l'entendre. Et que c'est pas bon signe. Ouh là là. Bon. Match suivant, Starrcade, 26 décembre 2000. Un match de l'échelle pour être le challenger numéro 1 au titre poids moyen de Chavo Guerrero. Voilà. Il est présent dans le coffret de la Door Match 1. Donc tout d'abord, les 3 Count, Shane Helms et Shannon Moore contre Young Dragons, Kaz Hayashi et Young Yang pour Jimmy Wang, accompagné par Leia Mayo, pardon, contre Evan Karagias et Jamie Knoble. Donc voilà. Il s'est passé vraiment de tout dans tous les sens. Ça partait vraiment à 1000 à l'heure. Pas le temps de respirer, pas le temps de voir d'où ça va se propager. Des enchaînements sur les échelles. Et honnêtement, il y avait un genre d'enveloppe à venir décrocher. Ouais, c'était l'idée de la WCW au départ. C'était vraiment l'idée qui croyait que c'était l'idée du siècle, alors qu'en vérité, c'est pas non plus l'idée la plus brillante. Mais Divine, contre toute attente, eh ben c'est les 3 Count qui remportent le ticket pour affronter le champion qui est Chavo Guerrero. Je crois que c'est chacun leur tour. Hein. Il me semble que c'est chacun leur tour. Mais je peux pas non plus vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais bon, voilà, en description. Et maintenant le dernier, Agreed, le 18 mars 2001. Donc le dernier pay-per-view de la WCW, si ce n'est que le dernier. Dans un Falls Count Anywhere pour le titre du monde poids lourd. Donc le champion c'était Scott Steiner. Et qu'il est accompagné par Midaja. Tandis que DDP, il était tout seul. Alors, ouais, c'est ça. Un Falls Count Anywhere match. Les tombées peuvent se faire n'importe où. Et ben, bordel, ça a été brutal. Surtout en connaissant Steiner et sa force quasiment herculéenne. On se dit ça peut être brutal avec sa puissance. Pas beaucoup de technique, parce qu'il faut dire que c'est pas non plus un des très 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 grands techniciens, Scott Steiner. Pourtant, on connaît ses talents de lutte amateur. Et que il n'est pas non plus le plus familier avec la technique, mais il sait utiliser la technique. La technique, comme dirait dans Bob l'éponge. Mais bon, ça j'ai gardé en tête depuis longtemps. Hein. Faut dire, quand j'entends la technique, ben, je l'ai gardé pendant pas mal de temps. Alors que j'ai passé l'âge de regarder ça,
car je suis, on va dire, comme on dirait, un adulte. Un jeune adulte, pour être plus précise. Peut-être que j'aurais préféré que ce soit DDP. J'aurais préféré que ce soit lui. Car moi, Scott Steiner, je ne m'attendais pas à le voir réussir à devenir champion du monde. Et encore moins à conserver son titre. Hein. Mais il faut dire, son règne, c'est pas non plus le plus grand succès au monde. Hein. Faut pas se cacher. Et contre toute attente, avec cette victoire de Scott Steiner. Voilà, cette victoire de Scott Steiner. Ce match-là, 3,50. Voilà, ça s'achève ici. Et maintenant, a Legendary Era. Donc, l'ère des légendes. Et pour conserver et pour achever ce coffret, eh ben, je vais passer directement à la note globale. Donc, les matchs... Oui, les matchs à l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de scène moins promo et de bonus. Donc, les matchs à l'ensemble, je lui mets un 4,50. 4,50, ça peut convenir. Et que cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. Et avant qu'on se quitte, je tenais à vous dire que maintenant, j'ai un Instagram consacré à la chaîne, vous voyez, à ma chaîne de DVD Pro Catch, avec le logo que vous voyez tout le temps en bas à droite, oui, de côté droite de l'écran, ou encore le logo de YouTube, quoi. Eh bien, sachez que maintenant, j'ai réussi à avoir un compte Instagram destiné à la chaîne. Je n'ai encore rien posté. Mais ça m'arrangerait que vous venez me follow. Peut-être que je dis bien peut-être, je mettrai le logo Instagram. Je sais pas où je pourrais le mettre. Est-ce que ça pourrait être en haut, en bas, bref, je sais pas où je pourrais le mettre, mais ça peut être très intéressant. Ou alors, pendant quelques minutes, je vais un petit peu parler de ça, vu comment c'est les choses que vous vous intéressez. Donc, pour Instagram, peut-être que je mettrai peut-être quelques photos auxquelles je veux bien, on va dire, je sais pas moi, je mets une photo, vous réagissez en disant, est-ce que vous voulez bien que je réagisse à tel ou tel DVD ou coffret? Et que je vous donnerai un rendez-vous pour que vous regardez mes vidéos, parce que je pense faire de la pub pour ma chaîne, ma propre chaîne, ça pourrait être très bon. Et je sais pas si DVD Wrestling Collection, parce que maintenant Infuse s'appelle DVD Wrestling Collection, je sais pas s'il va venir me follow, car il m'avait posé une question si j'avais Instagram. J'avais dit oui, j'avais Instagram, mais pas au nom de la chaîne. Et maintenant, ben, j'ai un compte réservé que pour la chaîne. Donc, si ça t'intéresserait, tu pourrais venir me follow. Et on ne sait jamais si j'ai pas mal d'invitations. Et ben, je pourrais faire des DVD de review en mettant une photo. Ça pourrait peut-être vous éclairer. Mais voilà. Donc, c'était tout pour cette review et c'était tout pour l'explication. C'était DVD Pro Catch, j'espère que cette review vous a vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez bye.